Bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette table ronde consacrée à un sujet crucial pour le secteur financier et bancaire. Alors, par rapport aux précédentes tables rondes, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, on assiste à une profonde transformation du paysage réglementaire. Les exigences en matière de conformité, en termes de gestion des risques, en termes de transparence, elles se sont renforcées. Et parfois, ça donne le sentiment, l'impression que les fonctions de contrôle ralentissent l'agilité, la créativité des équipes. Globalement, dans l'opinion générale, les fonctions de contrôle, elles sont perçues comme étant des acteurs qui ralentissent l'activité. Ils sont perçus, au-delà de ça, comme étant des gardiens du temple au bénéfice de la préservation et la maîtrise des risques. Et donc, en tant que gardiens du temple, parfois, ils sont perçus comme étant des freins à l'innovation, à la créativité. Une fois ces généralités dites, dans les faits, il y a un peu plus de nuances à apporter. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, les modèles économiques, ils évoluent rapidement avec notamment l'intégration de l'IA, la data. On voit également apparaître de nouveaux usages clients. Et donc, dans ce contexte, on se dit qu'il y a une opportunité pour les fonctions de contrôle de se positionner comme étant des catalyseurs de la créativité, de compétitivité et d'agilité. Du coup, aujourd'hui, voyons comment est-ce que les fonctions de contrôle peuvent se positionner comme étant des leviers d'innovation et de développement de nouvelles activités et non pas comme étant des freins. Par rapport à ce sujet, pour répondre à cette question, on va articuler la réflexion autour de 4 temps forts. Dans un premier temps, posons aujourd'hui le contexte. Dans quelle mesure les fonctions de contrôle sont perçues comme étant des freins? C'est un premier élément de réflexion. Suite à ça, l'idée c'est de pouvoir répondre à la question. Et donc, comment est-ce qu'on opère ce shift? Comment est-ce que les fonctions de contrôle peuvent basculer et se positionner comme étant des véritables business partners? Une fois qu'on aura identifié ça, l'idée c'est de vous présenter quels sont les prérequis, quels sont les leviers disponibles pour pouvoir opérer cette bascule. Et enfin, quels risques si jamais on n'opère pas cette bascule. Et donc pour nourrir cette réflexion, j'ai nos très chers interlocuteurs, nos très chers intervenants. Je serai accompagnée de Sabrina Becca de Crédit Agricole, de Jean Gaston de MyTrust et de Pierre Darbe de Memobank. Sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour se présenter. Sabrina, je vous invite à ouvrir le bal. Bonjour à tous, donc Sabrina Becca, moi je suis directrice à la conformité groupe Crédit Agricole SA et j'ai en charge la conformité native, l'innovation et la communication. J'ai un parcours de 22 ans d'expérience professionnelle et ça ne fait que 3 ans que je suis à la conformité puisqu'avant je suis plutôt une experte du digital, du marketing et de l'innovation. Merci Sabrina pour cette présentation. Pierre, peux-tu en faire de même? Oui, bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Pierre Darbre, moi je suis le directeur des risques du contrôle interne et de la conformité de Memobank. Memobank, c'est quoi? C'est le premier établissement de crédit créé from scratch en France depuis plus de 50 ans. On n'est pas un spin-off d'un groupe bancaire établi, on est une banque indépendante et on a pour autre originalité de ne cibler que les PME. On est une banque pour entreprises de taille moyenne, voire ETI. Voilà. Merci. Jean-Gaston, à votre tour. Et Jean-Gaston de Lassus, moi je suis directeur général de MyTrust, qui est un intermédiaire de données labellisé, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce, après une vingtaine d'années dans le secteur bancaire et financier, notamment le crédit à la consommation, où j'ai tourné sur les différentes fonctions, à la fois commerciales et risques. Et donc, je vous en parlerai également. Merci. Sans plus attendre, démarrons cette réflexion. Jean-Gaston, en quoi est-ce qu'aujourd'hui les fonctions de contrôle sont perçues comme étant des freins à l'innovation et au développement de nouveaux business? Il faut d'abord rappeler que ces fonctions de contrôle sont assez récentes. Les fonctions de la conformité datent plutôt des années 2000, motivées par les enjeux de maîtrise de la sécurité financière. La fonction risque, c'est plus récent encore, c'est les années 2010, dans les suites de la grande crise financière. Donc ce sont des fonctions qui sont nées de problèmes, de crises,
Donc, quand elles sont apparues, clairement, dans la culture d'entreprise, elles étaient là pour jouer un rôle de garde-fou. Elles étaient là pour éviter que les fonctions de front, de commerce, fassent trop de commerce, en fait, prennent trop de risques, et que les directions générales soient à même d'avoir un avis indépendant de toute incentive à faire du commerce. Et donc, de facto, ces fonctions de contrôle, ces fonctions de conformité, ont été vues rapidement comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des freins, comme des doublons qui refaisaient les analyses. Donc, nécessairement, elles ont été positionnées comme ça. Elles ont eu aussi du mal au début à attirer des talents, parce que le côté le plus agréable du métier, c'est le front, c'est le commercial, c'est la vente. Donc, des difficultés structurelles liées à leur origine. Merci pour cette rétrospective. Pierre, par rapport à ton parcours, qu'en penses-tu pour avoir été régulateur par le passé et aujourd'hui qui occupe le rôle de Chief of Compliance? Ça peut être intéressant que tu nous partages ta vision. Oui, je vous proposais de prendre un tout petit peu de recul là-dessus, mais évidemment, c'est plus mon rôle de parler en tant que régulateur, puisque ça fait quelques années que j'ai changé de casquette. Mais je vous livre une réflexion plus en tant que citoyen ou professionnel du secteur aujourd'hui. Effectivement, comme le dit Jean-Gaston, c'était l'objectif légitime du législateur de mettre des freins internes. Donc forcément, il y a ce risque de retour de bâton et de perception comme étant les empêcheurs de tourner en rond. L'idée, en fait, elle est quand même assez légitime, c'est que face à l'innovation, la vitesse de l'innovation, face à la complexité du marché, c'est impossible pour le législateur d'écrire des normes qui sont tout le temps pertinentes pour tous les business models à tout instant. Et donc, plutôt que de courir derrière le marché et l'innovation avec des normes, l'idée, c'est de dire à l'entreprise et à sa gouvernance, prenez vos responsabilités. Faites votre diagnostic sur vos propres risques et mettez-vous les freins là où vous pensez qu'il est pertinent de les mettre. Donc cette démarche, elle est, de mon point de vue, quel que soit le côté de la barrière où je me situe, entièrement sensée et légitime. Ensuite, la question, c'est l'intelligence dans la mise en œuvre et dans la gouvernance de l'entreprise. Si les fonctions de contrôle ne sont perçues que comme des gens qui interviennent à la dernière minute, qui disent toujours non, qui cherchent moins à comprendre, qui ne sont pas associés dès le début du développement des produits à la réflexion, qui ne font aucune pédagogie, bref, des fonctions qui restent dans leur tour d'ivoire, si on veut, c'est sûr que cette perception, elle sera répandue et elle sera malheureusement justifiée. Donc, pour moi, la clé, mais je pense qu'on est déjà nombreux à l'avoir dit ce matin, hein, c'est l'association et la fluidité dans les échanges entre les personnes qui conçoivent des produits, les fonctions commerciales et les fonctions risques. Bref, c'est un sujet de culture. Et par rapport à ce que tu viens d'évoquer, à savoir associer les fonctions de contrôle de bout en bout, depuis la conception des produits jusqu'à leur déploiement. Sabrina, par rapport à votre fonction actuelle, comment est-ce que les fonctions de contrôle peuvent justement se positionner comme des business partners? Eh bien, j'ai envie de dire, elles doivent travailler en conformité native. Alors, ça veut dire quoi, la conformité native? C'est l'implication de la conformité dans la création des nouveaux produits ou services. Ça veut dire que les métiers invitent la conformité à venir travailler avec eux pour lever tous les freins, bien être dans le dispositif du cadre réglementaire, mais aussi le challenger. On y reviendra tout à l'heure. Et pour moi, ça, c'est un élément qui est clé. Et ça s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est l'anticipation réglementaire, de 2 points de vue. Le premier, c'est qu'il faut qu'à la conformité, on anticipe les réglementations. On a parlé ce matin du nouveau pack AML, je vais parler de l'identité numérique européenne avec le wallet. Il faut qu'on anticipe à la fois les technos qui arrivent par le biais du réglementaire ou ce qu'on nous impose, mais il faut aussi aller trouver les technos qui vont nous permettre d'avoir des parcours clients qui sont fluides. Le deuxième, c'est la tech au service de l'humain. Ça a été très abordé ce matin. Il faut, en conformité native, avoir des équipes qui comprennent c'est quoi l'enjeu business, c'est quoi un client, c'est quoi la tech,
les technologies, qui comprennent ce que ça veut dire travailler en mode projet. Donc des profils pluridisciplinaires qui peuvent accompagner les métiers pour être aussi pertinents et challenger nos experts en interne qui, eux, travaillent sur les textes et l'interprétation des textes avec la mesure du risque et la profondeur du risque. Mais ça veut aussi dire acculturer les métiers aux enjeux de conformité pour que la réciprocité fonctionne et qu'on soit dans un cercle vertueux. Le troisième point, c'est des profils pluridisciplinaires. On en a aussi parlé ce matin avec toute cette conduite du changement. Donc des équipes pluridisciplinaires, ça permet de mieux se comprendre et puis de travailler en mode agile. Donc si je devais vous donner un exemple de cas concret, dans le groupe, on a été accompagné des sujets, on en a parlé ce matin, des problématiques de KYC. Quand on prend l'angle conformité native, on travaille à l'intérieur avec les métiers sur l'allègement des parcours clients. Et si je prends l'exemple du KYC B2B, notamment avec le bénéficiaire effectif et les contrôles de cohérence, c'est ainsi qu'on va travailler avec des sociétés innovantes qui vont nous permettre d'accentuer notre efficacité opérationnelle, de demander moins de choses aux clients parce qu'on va les capter sur le marché grâce à ces sociétés ou de l'open data et ce que permettent les nouvelles technologies. Et du coup, c'est ce que nous, on appelle un peu la conformité invisible. Elle est invisible pour le client. On aimerait qu'elle soit de plus en plus invisible pour le client, c'est-à-dire qu'elle soit automatisée, complètement mise dans les process de parcours digitaux et qui fait que le client, avec son accord, il n'est qu'à valider les données. Merci Sabrina. Effectivement, vous évoquiez la possible utilisation d'outils pour justement déployer la conformité native. Jean-Gaston, il me semble que chez MyTrust, vous avez mis en œuvre une solution avec Crédit Agricole. Que pourriez-vous nous en dire ? Oui, absolument. Et une solution qu'on a déployée d'abord dans une première entité du groupe, Sofinco, pour ne pas la nommer, et puis après avec l'appui de Sabrina qu'on est en train de déployer dans plusieurs autres entités du groupe. Et cette solution, elle cherche à résoudre un dilemme ou des enjeux qui sont celles de beaucoup d'équipes commerciales et opérationnelles dans les banques autour du KYC étendu, c'est-à-dire le KYC qui n'est pas seulement pour répondre aux obligations de la sécurité financière, mais globalement pour connaître son client lorsqu'on lui octroie un crédit, tout simplement on gère une relation commerciale large avec lui. Pour connaître ce client, on lui pose des questions. Il faut d'ailleurs, la réglementation impose que dans certains cas, il faille vérifier ces informations, des informations d'adresse, de revenus, de patrimoine. Et donc, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on va lui demander un dossier. On va lui demander de fournir des preuves, des documents. Et derrière ça, vous avez toute une industrie. Jean Méplon, tout à l'heure, rappelait que les activités de KYC dans un groupe comme le Crédit Agricole, c'est près de 2000 personnes. Donc, vous voyez toute l'industrie qui est derrière pour traiter ces documents, pour faire des contrôles, remplir des fiches, dire est-ce que le dossier est plein, etc. Et puis, ça, c'est les enjeux réglementaires. Et puis, de l'autre côté, vous avez quand même le business. Vous avez la concurrence qui est de l'autre côté. Donc, vous voulez des choses qui soient simples, qui soient digitales, qui soient simples pour le client. Vous voulez de l'automatisation, parce que vous voulez réduire votre coefficient d'exploitation. Et puis, vous avez aussi votre DPO qui régulièrement vous dit « mais attendez, là, vous collectez trop d'informations. Trop d'informations, ou vous stockez trop d'informations, vous stockez des documents. Oh là là, mais dans ces documents, il y a beaucoup trop d'informations. » Prenez l'exemple d'un avis d'imposition. Dans un avis d'imposition, parfois, vous le demandez juste pour un justificatif de domicile. En fait, ce qui vous intéresse, c'est l'adresse. Mais tout le contenu avec les revenus, vous n'êtes peut-être pas censé les connaître. Et pourtant, vous les stockez, et vous les stockez pendant des années. Voilà les enjeux classiques que l'on entend chez nos clients. Et là, le groupe Crédit Agricole, en choisissant la solution MyTrust, s'est dit, en fait, je vais, plutôt que de demander au client des éléments de preuve, de lui poser des questions, puis de demander au client des éléments de preuve, je vais lui permettre, grâce à MyTrust, en tant qu'intermédiaire de données, d'aller se connecter auprès d'une source fiable. Ça peut être
la source des impôts, ça peut être des organismes d'État, ça peut être des opérateurs télécoms, énergie, ça peut être aussi des identités numériques, que sais-je. Mais globalement, auprès d'une source fiable, je vais chercher une information, et seulement celle dont j'ai besoin, et je vais la passer au groupe Crédit Agricole, qui aura la certitude que, 1, la donnée est complète, son dossier est complet par rapport à ses besoins réglementaires, 2, que la donnée est fraîche, 3, que la donnée n'est pas frauduleuse, qu'elle n'a pas été manipulée par le client, 4, qu'elle est directement exploitable, donc permet une automatisation. Et vous voyez qu'à partir du moment où on fait ça, il n'y a plus besoin de stocker des données qui ne seraient pas légitimes, il n'y a plus besoin de vérifier les données parce que vous savez d'emblée qu'elles sont authentiques, elles viennent directement d'une source que vous considérez comme fiable. Et enfin, vous n'avez plus besoin de faire de contrôle, parce que le contrôle est embarqué dans la technologie. Et c'est en cela que notre solution d'intermédiation de données, la première fois que j'ai rencontré Sabrina, je sentais que ça lui parlait, parce qu'elle dit, voilà, ça c'est de la conformité native. La conformité est embarquée dans le système d'information, et donc les métiers qui ensuite ont utilisé notre solution pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, puisqu'ils étaient certains qu'un certain nombre de règles de conformité étaient respectées. Et je rajouterai enfin notre solution qui a été présentée auprès du collège de la CNIL a obtenu ensuite la labellisation en tant qu'intermédiaire de données, c'est-à-dire un gage de conformité avec l'état de l'art sur les exigences réglementaires de partage de données. Voilà en quelques mots. Merci Jean-Gaston pour ces précisions. Et pour celles et ceux dans cette salle qui se demandent justement quels sont les leviers et les prérequis à activer justement pour opérer cette bascule, Pierre, que pourrais-tu nous dire à ce sujet ? Oui, bien sûr des leviers technologiques, j'appuierai ce que dit Jean-Gaston, et des leviers humains ou des réflexes à avoir dans l'organisation. Je vous parlais de culture tout à l'heure. Évidemment, ce que dit Jean-Gaston sur le fait d'aller collecter des pièces justificatives auprès de sources tierces de confiance, c'est un levier technologique important et qui n'est pas si compliqué que ça. On a de plus en plus de registres d'open data, connectables en API, tout ce que vous voulez. C'est plus digne de confiance que ce qu'un client potentiellement fraudeur vous fournirait, et en plus vous n'embêtez pas le client pour aller récupérer la pièce, donc c'est doublement gagnant. On peut aussi parler d'IA, et quand je préciserai que dans notre cas, on sollicite juste le client pour obtenir son consentement à aller chercher les données et les partager. Donc on peut le faire en open data où il n'y a rien à demander, mais dans notre cas, on demande un consentement qui est nécessaire pour accéder à la donnée. Qui est probablement quand même moins douloureux que la fourniture des pièces elles-mêmes, effectivement. On peut parler aussi de tout ce que les organisations peuvent développer avec de l'IA, et quand je vous parle d'IA, je parle de modèles potentiellement grand public. Pas besoin d'aller chercher des choses extrêmement sophistiquées. Les tâches des 2000 personnes qui font du KYC chez Crédit Agricole sont probablement aussi des tâches d'open source intelligence, comme on dit en bon français, d'aller chercher des données qui sont en fait disponibles publiquement. Si vous demandez à un modèle LLM grand public d'aller fouiller le web pour vous et de trouver tous les indices, tous les signaux faibles sur une entreprise, des avis clients, des décisions juridiques qui l'auraient affecté, etc., c'est des choses que vous pouvez demander à un LLM de collecter en quelques minutes et qui seront bien plus fiables et bien plus éclairante que ce qu'un analyste humain aura pu aller chercher en 3 ou 4 heures de temps. Donc n'hésitez pas, je pense, dans les fonctions de contrôle, à vous décharger et à décharger vos back-office, à décharger vos middle, à décharger vos analystes sur le fait de fouiller le web, fouiller les sources publiques avec des automates que vous aurez calibrés vous-même et je dirais gratuitement.
Le deuxième levier, au-delà de la technologie, il est évidemment humain, et je vous disais des réflexes. Effectivement, quand vous développez un nouveau produit, c'est là que je rejoins la conformité native et ce que disait Sabrina, c'est très important que les analystes conformité risque ne soient pas dans leur tour d'ivoire, réfléchissent dès le début du processus et expriment leurs besoins. Je pense que ce qui est extrêmement désagréable quand on développe un produit, c'est que vous avez la conformité qui arrive en bout de chaîne et qui vous dit « Ah mais non, mais là je bloque parce que tel que vous l'avez conçu, je n'aurai pas telle ou telle information. » Donc la clé, c'est ce réflexe dès le début de parler de données. Chez Memobank, on s'efforce de maintenir un data lake unique et dès qu'on développe une nouvelle fonctionnalité client, un nouveau produit, on se dit immédiatement comment est-ce que ça va se déverser dans le data lake, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser et comment la conformité parmi d'autres clients au sein du groupe, puisqu'on est finalement tous clients de ce data lake, comment est-ce qu'on va en tirer profit pour réaliser nos missions. Donc encore une fois, un sujet de culture. Et juste pour compléter et pour illustrer ce que tu dis, c'est que nous, ce qu'on a constaté, c'est que depuis qu'on a mis en place, à peu près depuis 5 ans, la conformité native, il y a un peu plus de 150 à 170 projets, donc produits et services qu'on a mis en marché, qui ont été conformes nativement. Donc ça évite aussi au métier, donc là je reprends mon ancienne casquette, d'arriver en bout de chaîne et effectivement de dire « Ah ben non, je dois encore développer, sauf que tout a déjà été développé. » Voilà, avec les contraintes qu'il y a derrière. Merci. Si vous souhaitez approfondir la notion de culture d'entreprise. D'accord. Donc sur la culture d'entreprise, pour nous, il y a 2 points qui sont très importants. Le premier, c'est le positionnement stratégique. Il faut que la direction générale implique les métiers dans la conformité native et vice-versa. Ça veut dire que la conformité est dans le projet de l'entreprise, qui est le cas dans le groupe Crédit Agricole, et contributeur de la relation client. Ça, c'est un élément qui est quand même clé. Le deuxième, si moi je prends un peu l'opérationnalité de comment on acculture et on met en œuvre, nous, au sein du Crédit Agricole SA, on a ce qu'on appelle une communauté qui s'appelle la Compliance Valley. On a à peu près 150 personnes du groupe, donc toute entité confondue, monde, France, qui se connectent, qui font partie de cette communauté-là, pour laquelle on va aller les éclairer. On va aller les éclairer sur les nouvelles technos, on va aller les éclairer sur les nouveaux types de parcours. On parle beaucoup de IA agentique en ce moment, on a beaucoup parlé de réalité virtuelle pendant un temps, et c'est en train de revenir. Je pense qu'on le voit avec les nouvelles lunettes connectées. Et en même temps, on fait toujours le lien avec la conformité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on laisse place aux entités du groupe de nous partager les technologies innovantes qu'ils utilisent par le biais des sociétés tiers et de pouvoir en tirer parti avec l'expérimentation, avec ce résultat. Et quand on est convaincu, nous, à Casa DDC, comme Jean Gaston le sait bien, on va promouvoir la technologie, on va promouvoir la société. Pourquoi ? Pour un but tout simplement d'efficacité opérationnelle et de mesure du risque. Donc ça, c'est un point qui est important. L'autre chose, c'est ancrer cette nouvelle culture. C'est nouveau de penser comme ça, c'est nouveau de travailler comme ça, même si nous, on le fait depuis 5 ans, on voit, c'est un travail de longue haleine. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut acculturer les métiers et acculturer la conformité. Et ça crée le cercle virtueux qui permet que chacun comprenne les enjeux de conformité et comprenne le business et quels sont les leviers d'efficacité. Et ça permet, comme tu le disais tout à l'heure, de libérer du temps au conseiller qui est là pour conseiller. Il n'est pas là pour faire que du KYC. Donc on essaie de le soulager au maximum dans nos processus. Et c'est cette conduite du changement qui transforme l'obligation réglementaire en avantage concurrentiel. Vous aurez remarqué que je n'ai cité aucune société, à part celle de Jean Gaston, mais puisque ça donne un avantage quand même concurrentiel. Merci pour ces précisions. Et justement, quel risque voyez-vous si on n'opère pas cette bascule ? Alors là, je l'ai un peu dit, on sera obsolescent. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si on ne se transforme pas, on a plusieurs choses. 1, on n'anticipera pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les nouveaux règlements qui vont arriver, je reprends l'exemple du Wallet d'identité numérique européenne, qu'il faut quand même être prêt pour 2027, écoutez, les clients vont arriver à la banque et puis on n'aura pas fait grand-chose de cette captation de la data. Alors que là, l'objectif, c'est de capter la data, c'est une source probante, on la récupère et on l'a mise en œuvre dans nos systèmes d'information.
L'autre point, c'est l'engagement. J'en ai aussi parlé. Il faut donner du sens aux équipes de conformité comme il faut donner du sens aux équipes business. Et le dernier point, bien évidemment, c'est le retard concurrentiel. Si on ne fait rien, on va être obsolescent. On voit bien, les néobanques sont arrivés from scratch avec des SI nouvelle génération au niveau technique, nouveau langage. Ils n'ont pas des couches d'oignons au niveau IT, donc forcément, ils arrivent assez performants avec du 100% digitalisé. Donc nous devons aussi être performants d'un point de vue conformité. Donc nous devons anticiper, préparer, proposer des solutions innovantes à notre marché. Et cette démarche, ça s'inscrit pleinement dans notre raison d'être au Crédit Agricole, qui est agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société, en mesurant les risques avec discernement pour ce qui nous concerne. Et donc d'être toujours avec le coup d'avance et la fiabilité. Merci. Pierre, quelle est ta vision du sujet? Quels sont les risques que tu perçois? Si on n'adopte pas effectivement le fonctionnement fluide dont on parle tous, je vais parler un peu cash, je vois deux risques concrets. Pourrir la vie des chargés de clientèle et à la fin pourrir le produit et donc pourrir la vie des clients. Je vais vous donner un exemple, je change un peu du KYC, un sujet qui est assez prégnant depuis plusieurs années et de plus en plus, c'est la lutte contre la fraude au virement, qui se double d'événements réglementaires qui arrivent cette année et à l'automne sur la fameuse verification of payee, donc la vérification du matching entre le nom du destinataire à qui vous vous apprêtez à envoyer un virement et l'IBAN que vous avez saisi. Ceci combiné par ailleurs au déplafonnement, par exemple, des flux SEPA instantanés, dont certains pensent, peut-être à tort, qu'ils sont plus vecteurs de fraude que le SEPA classique. Toute cette vague de réglementation a des chances, dans une organisation qui n'est pas suffisamment agile comme on le décrit, de conduire à toujours plus de friction et à la fin pourrir le parcours clientèle. Rajouter des pop-up au moment de cliquer sur le virement, rajouter des pop-up au moment d'ajouter son bénéficiaire, et puis un deuxième pop-up pour lui dire est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien cliqué sur le premier pop-up, etc., etc. Et à la fin, c'est la banque qui adopte une démarche où elle se lave les mains, elle se décharge de son obligation qui est quand même de protéger les fonds de ses clients sur son client lui-même. Chez Memo, justement, nous on s'est dit que c'était cette réglementation et ces changements qui sont tout à fait bienvenus et en même temps le souci de lutte contre la fraude de la part des trésoriers d'entreprise, des DAF, qui est lui aussi tout à fait compréhensible. On se dit que c'est effectivement un levier d'innovation de produits et qu'on peut, en tirant de ces évolutions réglementaires, on peut le transformer en des produits qui vont effectivement répondre à un besoin des DAF et leur permettre de mieux dormir la nuit. On peut aller bien au-delà de verification of payee. On peut en profiter à l'occasion de la saisie d'un nouveau bénéficiaire pour donner bien plus d'informations que seulement le match nom et IBAN. On a des données qui sont disponibles dans les infrastructures de paiement, chez Swift, dans les chambres de compensation, avec des historiques de fraude, par exemple, sur les comptes, qu'on peut tout à fait communiquer de manière intelligible aux clients et apporter de la valeur dans cette démarche, qui ne soit pas seulement des warnings et des pop-up pour se décharger de notre responsabilité. On peut développer des flux collaboratifs avec des validations 4 yeux, 6 yeux, 8 yeux, autant de paires d'yeux que le client le souhaite selon son organisation, sur l'ajout des bénéficiaires, sur le déclenchement d'un virement, etc. Tout ça, c'est des innovations de produits, le client s'en saisit ou pas, mais en tout cas, c'est un moyen de ne pas uniquement lui pourrir la vie. On croit très fort que ce sujet de fraude ne doit pas être subi par les banques, mais doit être l'occasion de nouvelles fonctionnalités au service des clients. Je me permets de vous donner 2 autres exemples très rapides dans le même champ. Les IBAN virtuels, parfois très décriés pour des usages effectivement douteux, sont aussi des outils extrêmement utiles pour les trésoriers d'entreprise, pour segmenter leurs flux, pour réconcilier leurs flux, mais aussi pour cacher leur IBAN. C'est quand même hallucinant qu'au XXIe siècle, on envoie des IBAN en PDF ou en pièces jointes de mail pour se faire payer une facture et qu'on expose potentiellement à toute la Terre son vrai IBAN.
avec un IBAN virtuel, potentiellement à usage unique, potentiellement bidirectionnel. Vous pouvez recevoir et envoyer des flux d'une manière qui n'expose pas votre véritable compte bancaire. Et ça, je crois que nous sommes la seule banque en Europe à le proposer de manière bidirectionnelle. L'option aussi, tout simplement, de bloquer les prélèvements, de dire sur cet IBAN-là, réel ou virtuel, je ne souhaite pas que mon compte soit exposé à des prélèvements SEPA. C'est aussi une mesure antifraude, je dirais d'hygiène, assez simple, qui peut être activée sur les comptes pour qu'un trésorier protège ses fonds. Voilà, quelques exemples sur le fait que ces innovations, enfin cette vague réglementaire, ait l'occasion d'être retournée et transformée en des avantages compétitifs et des avantages produits. Et ça se fait effectivement en réunissant dès le début des développements produits toutes les équipes concernées, de l'équipe des designers expérience utilisateur jusqu'à l'équipe conformité. Merci pour ces précisions. Et Jean-Gaston, quelle est votre opinion sur ce sujet? Quels sont les risques que vous identifiez? Alors, c'est amusant parce que depuis maintenant 3 ans que j'ai rejoint une RegTech ou une FinTech comme MyTrust, je suis amené à voir les cultures d'entreprise de l'ensemble des grandes banques et des établissements financiers français et de voir les différences. C'est très amusant, notamment dans l'appétit au risque. En fait, j'observe que sur certaines banques qui ont déjà fait leur mue sur le métier de la conformité, donc, et forcément je rends hommage au Crédit Agricole, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu'on a commencé les discussions avec Sofinco, qu'ils ont compris à peu près ce qu'on faisait, il a fallu seulement 3 mois à Sofinco pour prendre la décision et la mettre en œuvre. Incroyable. J'observe d'autres groupes bancaires ou établissements financiers pour lesquels il m'a fallu 6 à 12 mois pour convaincre un département conformité qu'on pouvait légitimement remplacer un upload de RIB par une connexion open banking. Donc là, ça n'était pas une différence dans l'appétit au risque. Vous savez, ce qui est écrit dans une politique risque qu'on fait valider par le conseil d'administration. Non, non, c'était une question de culture. Une question de culture du département conformité qui, visiblement, ne connaissait pas vraiment ces technologies, donc est très, très, très prudent. Donc le premier risque, je crois, c'est lié à cette culture, c'est d'être à la traîne des évolutions du marché. Je pense que le deuxième risque, c'est d'essayer de réinventer la poudre. Beaucoup de startups ou de technologies sont disponibles sur le marché qui embarquent de la conformité native. C'est dommage d'embouteiller les plans projets informatiques pour redévelopper des choses lorsqu'elles sont disponibles en open innovation. Voilà les risques que je vois et dont je vois la différence entre les différents acteurs de la place. Merci. Pour clôturer cette table ronde, en un mot, que diriez-vous à l'assistance de show, Pierre? Quel conseil donnerais-tu? Recruter des couteaux suisses. Ça a été déjà dit, je crois, ce matin, enfin, peut-être pas sous cette forme, mais l'interdisciplinarité et des gens qui soient capables de parler toutes les langues, du design au développement, au légal. Moi, je dirais se positionner comme un business partner, c'est développer une culture qui est partagée de coopération et d'innovation, où conformité et business conjuguent au service des clients et de la société. On a tous un objectif commun. Merci. Jean-Gaston. Moi, je dirais, voyez les évolutions réglementaires qui sont toujours rapides, aussi comme des opportunités. En changeant le prisme de réflexion, en s'appuyant sur des technologies tierces à ce qui se fait sur le marché. Mais voilà, la réglementation, ce n'est pas nécessairement un frein, ça peut aussi être une opportunité, en particulier dans le cadre de la stratégie européenne sur le digital et les données. Merci à tous pour ces échanges d'une grande richesse. En résumé de cette table ronde,
Ce qu'on conclut, c'est qu'il est possible et il est même nécessaire que les fonctions de contrôle s'inscrivent dans une dynamique de création de valeur. Et pour ça, différents leviers sont disponibles. Technologiques, évidemment, que ce soit au travers de l'usage d'outils ou alors de l'IA. Mais il y a également un levier organisationnel avec notamment, au-delà du déploiement de la culture native, il y a aussi une question de culture d'entreprise. Et donc cette culture d'entreprise, elle se déploie au travers notamment de la conduite du changement qui permet de positionner les fonctions de contrôle comme étant des business partners. Donc in fine, pour conclure, contrôle et innovation, ce ne sont pas forcément des mots qui s'opposent, mais en fait, ce sont des notions qui se renforcent mutuellement. Merci à tous pour ces échanges.